Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va encore bien, ou très bien. Je suis très content en fait de venir boucler la boucle de mon projet de maîtrise qui s'est terminé au mois d'octobre. Donc je vais vous présenter ma recherche et mes résultats. Présentation classique en fait, problématique, cadre conceptuel, méthodologie, résultats pour terminer ensuite avec une petite discussion. Donc sans plus tarder, procédons avec la problématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis, je suis content, il y a quelqu'un qui en a parlé, je pense qu'il y a un petit peu là, sur justement le développement intégral, sur la formation générale. Depuis 1963, après le rapport parent, on s'est vraiment mis à se soucier justement du développement global de l'élève afin de mieux le préparer à la vie en citoyenneté. Puis, dans le programme de formation de l'École québécoise, c'est aussi réitéré. Puis, ce désir-là, justement, d'offrir une formation générale à l'élève se traduit notamment par le développement de compétences transversales, selon Carbonneau et Legendre. Et dans le programme de formation, les dites compétences transversales, les voici. Donc, elles sont de 4 ordres. On a des méthodologiques, intellectuelles, de la communication, personnelle et sociale. Donc, le jugement critique, la pensée créatrice, donc tout ce qu'on apprend à l'école qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec les compétences disciplinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces compétences-là ont été introduites dans le programme de formation, ça a suscité beaucoup de questionnements. La Fortune, notamment, qui s'est penchée beaucoup sur le développement de ces compétences-là, a fait une petite recherche, une petite étude, en fait, un sondage avec ses étudiants et étudiantes au baccalauréat en préscolaire primaire, pour leur demander en fait si eux avaient l'impression qu'ils avaient développé ces compétences-là lorsqu'ils étaient à l'école. Ils étaient très surpris de voir qu'il y avait seulement 5% en fait de ces étudiants qui disaient avoir développé des compétences en lien avec la communication efficace ou le jugement critique, par exemple. Par contre, le programme de formation n'avait pas été instauré à cette époque-là. Il a été instauré en 2001. Et pour faire suite justement à ces préoccupations-là en lien avec le développement des compétences transversales, la table de pilotage du renouveau pédagogique a sorti un document, donc de Marsolais et Al, qui s'intitule « Soutenir le développement des compétences transversales ». Donc on voyait qu'il y avait vraiment un problème au niveau notamment de la prise en compte de ces compétences-là. Dans ce document-là, on souligne qu'il y a la moitié des titulaires du primaire qui ne s'entendent pas en fait sur une approche au sujet des compétences, que ce soit pour le développement des situations d'apprentissage ou encore pour l'évaluation. Les conseillers pédagogiques qui ont été recensés ont aussi évalué très négativement le travail des enseignants par rapport aux compétences transversales. Et il y a la moitié des directions d'école qui disent en fait que dans leur école, ils s'en soucient que très peu ou ils se soucient seulement des compétences comme la coopération, des compétences qui sont très faciles à prendre en compte dans des situations d'évaluation. Par la suite, on a eu le projet RR, peut-être que ça vous dit quelque chose de l'Université Laval sur justement la perception des parents et des élèves sur le renouveau pédagogique, le développement des compétences, etc., qui conclut en fait que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum enseigné n'a pas eu les retombées espérées chez les élèves ou que ceux-ci n'en ont pas perçu les effets. Donc on voit qu'il y a une espèce de problématique au niveau du développement de ces compétences-là. Ce qui nous a amené en fait à élargir nos horizons pour finalement voir qu'il y avait un réseau d'écoles, le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, qui avait une mission qui s'apparentait drôlement avec la mission que s'est donnée le programme de formation de l'École québécoise en lien avec la préparation à la vie en société, qu'on a vu qui était aussi en lien avec le développement des compétences transversales. Donc, le REPAC ici se donne comme visée d'outiller l'élève pour qu'il devienne un citoyen autonome, critique et responsable, engagé, puis que ça allait vraiment dans le même sens que le PFEQ, en fait. Donc, on a vu une petite piste à ce niveau-là. On a vu aussi, en regardant ce qu'étaient les écoles alternatives, qu'ils prônaient une pédagogie de projet, comme vous le savez probablement tous. Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort lien entre la pédagogie de projet et le développement des compétences transversales. Proulx, en 2004, souligne que justement, cette pédagogie-là de projet aide l'élève à devenir un citoyen parce qu'il souligne qu'en fait, la vie, nos vies, s'organisent souvent en projets de voyage, projets de rénovation. Donc, il y a un lien à ce niveau-là. Aussi, Rabi, en 2007, qui souligne que l'apprentissage par projet est considéré par plusieurs comme étant le modèle par excellence pour favoriser le développement des compétences transversales. Et finalement, La Fortune, en 2009, qui souligne justement que les personnes compétentes développent des capacités, des attitudes qui peuvent être favorisées par une pédagogie de projet. Et là, la nuance, elle est importante ici parce que
souligne qu'en fait, le projet doit être choisi par l'élève, réalisé par l'élève et expliqué par l'élève, le même genre de démarche de pédagogie de projet qu'on retrouve dans les écoles alternatives. Ce qui nous amène à la question de recherche. Comment se traduit le développement des compétences transversales chez les élèves ayant fréquenté une école du réseau des écoles publiques alternatives du Québec? Passons maintenant au cadre conceptuel. Le concept de compétences transversales, ce n'est pas un concept qui est évident à cerner. Dans le PFEQ, on dit qu'il se mobilise de la même façon qu'une compétence, que n'importe quelle autre compétence disciplinaire, sauf qu'elle dépasse les frontières des savoirs disciplinaires. Elle a son caractéristique transversale et qu'elle se consolide dans des situations concrètes de la vie. On est dans nos recherches, naturellement, pour voir un petit peu plus loin dans la littérature ce que le concept de compétence transversale voulait dire. La première chose qui a sauté aux yeux, en fait, c'est que c'est une notion qui est complexe, qui est polysémique. Donc, plusieurs auteurs ne s'entendent pas vraiment sur une définition claire. Il y a des auteurs qui disent que les compétences, outre les compétences justement disciplinaires comme français, maths, etc., toutes les autres compétences peuvent être transversales, alors que Ray, lui, soutient qu'une compétence ne peut être transversale puisqu'elle doit être circonscrite dans une situation particulière. Je donne un exemple. Un élève peut être très à l'aise de résoudre des problèmes en milieu scolaire, mais très peu à l'aise à résoudre des problèmes dans un autre contexte, par exemple. Ce qui nous a amené justement à pousser nos recherches un peu plus loin. On a vu des modèles d'études à l'international sur justement le développement de ce type de compétences-là. Le modèle ERINET, très intéressant, un regroupement Asie-Pacifique de plusieurs chercheurs en éducation qui, en fait, eux, ils ont divisé un petit peu les compétences transversales comme nous, on l'a fait en famille de situations, mais ils ont vraiment bien identifié les attitudes, les valeurs, les capacités, les habiletés qui étaient en lien avec chacune des familles de compétences. De même que le modèle du P21, donc Partnership for 21st Century Learning, qui est un modèle américain où plusieurs grandes compagnies comme Warner, Dell viennent prêter main forte à ce modèle-là, qui est sensiblement la même chose aussi que les familles de compétences qui identifient clairement en fait quelles attitudes et quelles valeurs, capacités et habiletés, ce qui nous amène à la définition suivante, qui est une compétence transversale, qui est en fait un ensemble de ressources et qui vient se mobiliser naturellement par l'élève dans plusieurs familles de situations, donc il doit être en mesure de venir les démontrer dans plusieurs familles, puis pour voir un peu comment se mobilisent ces compétences-là en milieu alternatif. Je trouve important de voir les balises en fait de l'école alternative, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est nécessairement familier avec les balises du REPAC. Premièrement, il y a la priorité au projet personnel de l'élève. Donc, les élèves ont toujours un projet personnel en cours qu'ils peuvent le faire individuel, ils peuvent le faire aussi en équipe. Le développement de l'autodétermination de l'élève, donc, je peux vous résumer ça, c'est que les enseignants vont essayer le moins possible de faire à la place de l'élève ce que l'élève peut faire par lui-même. On a le respect du rythme de l'apprentissage. Donc, les élèves ont 7 ans pour faire leur primaire. Si je peux encore vous faire un exemple, c'est que les enseignants vont prendre l'élève, vont l'amener le plus loin possible pendant 1 an. Après ça, les enseignants vont le prendre où il est rendu, puis vont essayer de l'amener le plus loin possible. Naturellement, l'enseignante de 6e année, il faut plus de travail ou plutôt de pression. Mais c'est un peu ce qu'on veut dire par respect du rythme. Il y a la définition particulière de la réussite de l'élève, donc qui n'est pas centrée sur justement la performance et les résultats scolaires, mais plutôt au niveau de ses réussites personnelles, au niveau de ses projets, par exemple. Puis la coéducation de l'élève, donc collaboration école, famille, communauté, qui est très importante au niveau du REPAC. Ce qui nous amène à nos objectifs de recherche. Le premier, c'est de décrire et analyser le sens des compétences transversales et les éléments contribuant à leur développement, tels que perçus par des élèves ayant fréquenté une école alternative au primaire. Et notre deuxième objectif, qui est de décrire et analyser les éléments pratiques en milieu alternatif primaire qui contribuent au développement des compétences transversales des élèves, tels que perçus par des parents et des enseignants. Au niveau méthodologie, c'est une recherche qualitative, interprétative de type exploratoire, on l'a dit dans le titre. Comment j'ai procédé à ma collecte de données? J'avais 3 élèves de 6e année, donc dans l'année en cours. J'avais aussi 3 autres élèves qui étaient en secondaire 1, dans un milieu régulier, mais qui ont fait tous 7 ans à l'école alternative. J'avais 6 élèves au total. J'ai fait des entrevues semi-dirigées avec eux pendant environ 1 heure. Ensuite, j'ai fait un focus group avec les parents. J'ai fait un focus group aussi avec les parents. Puis j'ai fait un focus group aussi avec les enseignants. Donc, 2 focus group
6 entrevues semi-dirigées. J'ai fait mon traitement de données, donc j'ai tapé mes verbatines. J'ai lu aussi beaucoup pour m'imprégner des données. Puis par la suite, j'ai réduit mes catégories pour en arriver à 3 catégories qu'on va discuter un petit peu plus abondamment dans les résultats. Parlons un peu du sens que les élèves accordent aux différentes compétences. Donc, je leur ai posé la question, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire coopérer? Qu'est-ce que ça veut dire le jugement critique, par exemple? Puis, selon des énoncés de compétences, de composantes, pardon, parce que les compétences ont des composantes qui aident à les définir. On a mis sur pied des énoncés pour voir un peu quel sens ils accordaient. Globalement, ils reconnaissent le sens des compétences, sauf pour la compétence résoudre des problèmes, qu'ils associent plutôt à des problèmes interpersonnels, et non la résolution de problèmes classiques qu'on peut voir à l'école. Mais ils étaient particulièrement à l'aise avec les compétences exploiter l'information, exercer son jugement critique, coopérer, ainsi que communiquer de façon appropriée. À l'aise veut dire en fait qu'il y avait beaucoup de choses à dire à propos de ces compétences-là. Par la suite, ce que les élèves attribuent à leur développement. Donc, la pédagogie de projet, vous allez voir que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Les élèves faisaient souvent allusion au projet qu'ils faisaient lorsqu'ils voulaient donner des exemples. Par exemple, ah oui, dans tel projet, par rapport à telle compétence. Donc, ils vont souvent venir mentionner les projets. Par la suite aussi, on a les méthodes d'évaluation tripartite. Donc, lorsque les élèves terminent un projet, ils vont être évalués pas sur nécessairement le contenu. C'était intéressant, mais plutôt sur la manière dont ils vont s'exprimer. Donc ça les a aidés beaucoup parce qu'ils devaient juger. Donc, quand on parle de jugement critique, de coopérer, mais aussi la communication efficace. Donc, ils ont développé plusieurs compétences à ce niveau-là. Par la suite, si on regarde nos 3 grandes catégories, la première grande catégorie, donc le premier facteur qui semble contribuer à l'intégration justement des compétences transversales chez les élèves, on a le développement de l'autonomie. Comment ça se fait à l'école alternative, j'en ai parlé un petit peu. Ne pas faire à la place de l'élève ce qu'il peut faire par lui-même. Donc, c'est vraiment un mot d'ordre chez les enseignants de cette école-là. Puis même les parents aussi sont au courant. On essaie le plus possible que l'élève soit l'artisan de ce qu'il doit faire, comme ça. On a le tableau de programmation. On retrouve ça quand même dans les écoles régulières, mais à l'école alternative où j'ai fait mon projet, c'est vraiment de la maternelle à la 6e année. Les élèves vont travailler avec, exemple, un tableau où ce qui est important de faire, c'est en rouge, en jaune, ce qui est plus ou moins important, ce qui n'est pas important de faire tout de suite, et en vert, ce qu'ils peuvent un peu plus attendre pour faire, en fait. Et les élèves sont habitués d'être autonomes dans cette démarche-là. Par la suite, ce qui est vraiment spécifique à l'école alternative, en tout cas où j'ai travaillé, c'est la libre circulation dans l'école. Donc, les élèves vont pouvoir circuler sans nécessairement avoir de passeport. Des fois, on va dans les écoles, des passeports, des passeports pour pouvoir circuler dans l'école, mais bien sûr en respectant l'enseignant. Donc, si l'enseignante est en train de donner des nouvelles informations, il ne circulera pas, mais si jamais il y a une question, par exemple, pour un projet, il sait que son frère en 5e année a déjà fait un genre de projet comme ça, il peut se lever, aller interroger justement quelqu'un d'autre dans l'école qui sait que peut-être pourrait l'aider. Quand on parle de coopérer, on parle aussi d'exploiter l'information, donc de se servir de toute l'information qui peut être disponible. Par la suite, on a les moments de gestion. Donc, 1 heure par jour, les élèves vont avoir des moments à eux où ils vont pouvoir soit planifier leur semaine. Des fois, ça peut être d'avancer un travail qui était dans le rouge, par exemple, ou ils peuvent aussi aller aider un comparse, exemple, dans un projet. Donc, ils vont aller voir, je vais aller aider telle personne pour ce projet-là parce que je sais qu'elle va avoir besoin de mon aide. Donc, encore une fois, on vient développer des compétences transversales. Et finalement, la pédagogie de projet, c'est vraiment cohérent avec ce qu'on a vu dans la littérature, comme quoi la pédagogie de projet, de vraiment développer l'ensemble des compétences transversales, aller chercher des ressources, faire face à des problèmes, justement au niveau du retour aussi, donc la communication, aussi le jugement critique, parce que des fois ils vont avoir à être confrontés aux arguments des autres. Non, mon projet est meilleur que le tien, je veux faire le tien, non, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, tout ça est en lien avec la pédagogie de projet, pardon. Et le deuxième facteur, c'est le développement de l'interdépendance. Qu'est-ce que l'interdépendance? Selon Prudhomme, c'est de développer chez l'élève un sens de responsabilité et de respect les uns envers les autres. M. Prudhomme lui-même me faisait la comparaison en me disant, c'est comme l'expression qui dit « tout seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin ». Donc, le fait que les élèves vont se respecter entre eux et avoir tendance à aller vers l'autre, ça, c'est sollicité beaucoup par les enseignants. Donc, la manière dont ils vont parler entre eux. Puis
Puis cet élément-là, ce n'est pas un élément qui est apparu tout de suite dans le discours des élèves. C'est vraiment après, quand j'ai analysé le discours des parents, des enseignants, qui me disaient beaucoup, les élèves, quand ils se parlent entre eux, ils font vraiment attention, ils se respectent beaucoup dans la manière de se critiquer, etc. Puis, je suis retourné voir dans le discours des élèves, puis effectivement, notamment quand on parlait de coopérer ou de juste communiquer de façon appropriée, mais eux, approprier, associer ça beaucoup à je fais attention à la manière dont je vais traiter l'autre, je dois faire attention, lorsque je fais un commentaire, je dois faire attention pour ne pas blesser l'autre. Donc, il y avait beaucoup de ça qu'on a retrouvé dans le discours des élèves aussi. Ça, je l'ai dit, c'est des interventions qui sont constantes de la maternelle à la 6e année, justement au niveau de l'interdépendance, faire attention à comment on traite les autres. Et les méthodes d'évaluation qui font partie, j'en ai parlé aussi un petit peu, donc l'importance de, lorsque j'évalue quelqu'un, je fais attention à sa personne, ne pas le blesser. La fameuse technique, la sandwich, on peut dire un compliment constructif, après ça je vais dire quelque chose d'un petit peu plus critique, donc c'est quelque chose qui est enseigné, puis dont les enseignants se font vraiment un mot d'ordre effectué. Et le troisième facteur, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a parlé ou qui l'a effleuré tout à l'heure, je trouve ça intéressant, c'est le développement du pouvoir d'agir, puis un peu la traduction française de l'empowerment, en fait. Puis comment ça se vit à l'école alternative, c'est beaucoup la démocratie. Donc, ça fait partie des valeurs de l'école alternative de dire, avant de prendre une décision, on va aller consulter les élèves. On va aller voir ce que les élèves en pensent. Puis souvent, les élèves vont apporter des solutions. Donc, puis, quand l'élève va voir que sa solution, en fait, n'est pas laissée au placard, on s'entend dans la limite du possible, okay? Mais quand l'élève va voir aussi, au niveau de ses projets, quand il va réaliser des projets, je ne sais pas nécessairement le temps d'en parler, mais quand il va réaliser des projets, il va voir que son projet se réalise, souvent, ça va lui donner le sentiment qu'il peut agir sur son environnement. Puis, à ce moment-là, il développe plus naturellement des compétences transversales, comme le jugement et critique qu'on va voir dans le prochain exemple. Je trouve ça intéressant de vous montrer un exemple plus concret, en fait. C'est une maman qui me racontait qu'un jour, elle était au conseil municipal de sa ville, de son village plutôt, et il y avait un élève qui était venu tout seul, puis il s'est présenté devant tout le monde, puis il s'est levé debout, puis il a mentionné qu'en fait, quand il venait de l'école avec ses amis, que la route était dangereuse, puis que c'était un danger en fait, pour sa sécurité, puis celui de ses compacts, de ses amis. Et elle disait que c'était vraiment articulé, qu'il savait vraiment où il s'en allait, puis ça faisait du sens en fait. Puis quand on parle de pouvoir d'agir, cet élève-là, il s'est dit, j'ai une problématique, j'ai une situation, comment je peux la régler, je vais y aller, je vais agir, je vais aller au conseil de ville. Donc c'est sa manière à lui en tant que citoyen, quand on parle d'éducation et de citoyenneté, justement d'agir sur son environnement. Pour terminer, petite discussion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette école-là, c'est une équipe école qui, ça fait plus de 15 ans qui travaillent ensemble, qui ont la même vraiment vision de l'enseignement, comme la plupart des enseignants qui choisissent d'aller en milieu alternatif. Mais de plus, eux, c'est un peu particulier parce que justement, ils se connaissaient déjà avant de travailler en milieu alternatif. Fait que quand je parlais de cohérence, c'est quelque chose de très particulier à ce niveau-là. La pédagogie de projet, je pense que c'est assez clair qu'il y a un lien vraiment intéressant pour le développement des compétences transversales. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant si le plus possible d'inclure dans un projet éducatif. Ce qu'on a parlé, l'interdépendance, le développement de l'autonomie et du pouvoir d'agir, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer non seulement dans les projets éducatifs alternatifs, mais aussi de n'importe quelle école, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien se placer dans un projet d'école pour non seulement le développement des compétences transversales, mais aussi pour d'autres raisons évidentes qu'on a démontrées. Et finalement, je vais terminer en fait avec une petite ouverture, parce que la thématique un peu du colloque, c'est l'éducation alternative qui bouscule un peu les traditions éducatives québécoises. Puis, le fait que quand j'ai côtoyé les écoles alternatives, je me suis dit, est-ce que dans la définition en fait, de la réussite, qui n'est pas nécessairement axée sur des notes, des moyennes, des résultats scolaires, est-ce que ça ne vient pas en fait être une des forces de l'école alternative? Est-ce que ça ne vient pas favoriser justement le développement de ces compétences-là, non seulement les compétences transversales, mais toute autre compétence, le fait qu'on ne soit pas justement axé sur la performance et les résultats scolaires. C'est tout. Merci.